neuropathique et les neuropathes ont souvent des allodynies, c'est-à-dire vraiment un effleurement ou une petite pression va provoquer une douleur chez eux importante alors que normalement ça ne devrait pas. Et puis un autre mot de vocabulaire, c'est l'hyperalgésie, c'est-à-dire une sensation excessive à un stimulus peu douloureux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Allodynie, ça sous-entend qu'il y a une douleur qui est provoquée par un stimulus qui ne devrait pas, mais qui est d'origine neurologique. Hyperalgésie, c'est plus général. Ça ne se restreint pas au domaine neurosensitif. Alors, ça c'est important. Ça c'est très important. L'évaluation de la douleur, depuis 10-15 ans, et une circulaire ministérielle, on nous a dit qu'on ne prenait pas assez en compte la douleur des patients et que la principale plainte des patients, quand ils étaient par exemple à attendre aux urgences ou autres, qu'on les prenne en charge, c'était la douleur. Du coup, il y a une circulaire ministérielle qui a dit que c'était inhumain de laisser souffrir les gens et qu'il fallait qu'on soulage les douleurs quasiment tout de suite, toute personne qui souffrait. Mais pour pouvoir soulager quelqu'un, vous êtes d'accord qu'il va falloir évaluer le symptôme. On a vu la grande variabilité des douleurs, on a vu la grande variabilité interindividuelle et même intra-individuelle en fonction de l'état, disons, thymique, c'est-à-dire en fonction de l'anxiété, de l'état d'anxiété, de l'état éventuellement de déprime du patient sur lequel survient une douleur. Donc il faut qu'on puisse évaluer la douleur et comme ce symptôme varie beaucoup d'un sujet à l'autre, on ne peut l'évaluer que par rapport à soi-même. On ne va pas comparer la douleur de monsieur A avec la douleur de monsieur B, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de comparer la douleur de monsieur A avec la douleur de monsieur A après administration d'un traitement. D'accord ? On va faire que des comparaisons intra-individuelles. Et donc, il faut avoir des moyens d'évaluer les douleurs. Alors, il y en a différents moyens. Il y a des échelles verbales simples, c'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un « Est-ce que vous avez mal ?» et dites-moi entre 0 et 5, 0 étant absence totale de douleur, 5 douleur maximale que vous pouvez imaginer. Dites-moi où vous en êtes. Et la personne répond 2, 3, etc. Vous faites ça une fois, vous donnez un antalgique, vous revenez tester le patient, toujours avec la même échelle, sinon ça n'a pas de sens. Il y a d'autres échelles que verbales simples, il y a numérique simple, c'est pareil, on cote, mais cette fois-ci c'est le patient qui écrit. Alors, pour vous, ça paraît identique, c'est-à-dire que soit on suggère au patient un chiffre entre 0 et 5 et il le dit verbalement, soit on lui suggère de l'écrire, soit on lui montre avec l'échelle visuelle analogique. Pour vous, ça paraît pareil, mais en réalité, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que l'effet produit par le type de mesure n'est pas le même. Quand on demande à quelqu'un de parler ou quand on lui demande d'écrire ou quand on lui demande de montrer. D'accord ? Il faut me croire sur parole, là, parce que je ne vais pas vous l'expliquer plus que ça, mais enfin, toutes ces échelles ont été validées et elles n'ont pas forcément le même impact et les réponses peuvent différer légèrement. Et donc, ce qu'on retient pour mesurer la douleur chez les patients, c'est qu'il faut un moyen simple, facile d'utilisation. Simple parce qu'il faut que tout le monde tous les patients puissent le comprendre. Facile d'utilisation parce que c'est pour vous, les soignants, il faut que ce soit facile. Et reproductible sur un même malade, d'accord ? Puisqu'on compare de malade à malade. Et l'échelle la meilleure, c'est l'échelle visuelle analogique. Et je vais vous en montrer un exemple juste derrière. C'est ça. Alors, il faut imaginer qu'ici, là, c'est plié, d'accord ? C'est plié. Donc, vous voyez soit ce qui est en bleu ici, soit cette face-là, puisque c'est une réglette, soit cette face-là, d'accord ? Donc, vous présentez au patient la face non graduée. Et vous lui montrez donc ce côté-là. Oui, c'est bon. Ce côté, oui, imaginez que c'est plié. Donc le patient, il ne voit pas l'échelle graduée, il voit en bas, lui. Et il voit qu'il faut qu'il mette ce petit curseur rouge soit au niveau où il pense qu'il est quant à sa douleur. Donc soit douleur maximale imaginable pour lui, soit pas de douleur du tout. Et lui, il va bouger le petit curseur rouge. D'accord ? Et en même temps qu'il va... Alors, admettons, il va le mettre ici, le petit curseur rouge. Alors, c'est mal foutu ça, parce que ça, normalement, c'est de l'autre côté, et donc c'est inversé. Bon. Donc le curseur va bouger, c'était pour qu'on vous le mette à l'endroit. Le curseur va bouger comme ça, et en haut, le curseur va bouger comme ça. Vous êtes d'accord, puisque c'est plié. Et donc le patient, il met ici, par exemple, à cet endroit-là, son curseur, et bien là, ça mettra à peu près à 7. D'accord ? Donc c'est vous cotez en chiffres,
pour que ce soit comparable d'une fois sur l'autre. Mais lui, le patient, il ne code pas par chiffres. Parce qu'il a été montré que quand il voit les chiffres, bah, il surcote. Parce qu'il se dit, il faut qu'on croie, quoi. Ça, c'est de la réalité aussi. Donc ça, il faut que vous en ayez une dans votre poche d'externe, quand vous serez externe. Parce que c'est le meilleur moyen, et tout le monde utilise ça, les infirmières également, c'est le meilleur moyen d'évaluer la douleur. Encore une fois, ça n'a de sens que pour un même patient. Et donc, on évalue la douleur avant traitement, on administre le traitement, on évalue après, et ainsi de suite. Et on voit comme ça si le traitement est efficace et si le patient s'améliore. D'accord? L'échelle visuelle analogique, EVA. Et les infirmières notent, très douloureux, EVA 8, EVA 9, etc., à telle heure, traitement donné ou pas. Donc ça, vous retenez les EVA. Alors maintenant, on passe vraiment aux caractéristiques sémiologiques des douleurs aiguës pour commencer. Donc il y a tout un tas de caractères à renseigner pour la douleur aiguë. D'abord l'intensité, modérée, sévère, légère. On vient voir comment on pouvait la coter plus précisément pour un même patient. Mais vous, dans vos descriptions de pathologie, ça ne vous sera pas coté avec les EVA. Hein, ça sera coté comme ça, douleur insoutenable, sévère, peu intense, etc. Le retentissement physique et les signes associés, ça c'est extrêmement important. Donc les signes associés locomoteurs, une attitude antalgique. Alors pour vous donner un exemple, quelqu'un qui a une anomalie du pancréas, le pancréas c'est ici, là derrière l'estomac, donc une douleur de pancréatite par exemple, ça fait mal ici au niveau de l'estomac. Et l'attitude antalgique, c'est le chien de fusil. Les patients d'eux-mêmes vont se mettre comme ça parce qu'ils s'aperçoivent que là, ça fait moins mal. D'accord? Donc l'attitude antalgique, par exemple, quelqu'un qui s'est cassé un membre, quelque chose à un membre inférieur, il a ce qu'on appelle classiquement l'attitude du traumatisé du membre inférieur, et ben c'est comme ça. C'est-à-dire le pied légèrement ouvert à l'extérieur, on n'appuie plus le pied par terre et on se replie comme ça. On plie un peu le genou. D'accord? Le traumatisé du membre supérieur, vous avez vu ça des tonnes de fois, c'est comme ça. Il tient le bras auquel il a mal. Voilà, ça c'est des attitudes antalgiques. De soi-même, le patient est quand même capable de trouver l'attitude antalgique. Ça peut vous orienter vers un problème précis. Une hypermobilité, une hyperactivité liée à la douleur, ça, il y a un exemple à retenir, c'est la colique néphrétique. La colique néphrétique, c'est une douleur extrêmement intense et le malade, il court, il marche, il ne peut pas s'arrêter, tellement il a mal. Et il se soulage comme ça, en marchant, parce qu'il ne peut pas rester assis tellement c'est intense. Puis il se tient en général un côté comme ça au niveau du bas du dos. Et puis les cris, les pleurs, ça peut dépendre également du contexte social, mais plutôt culturel, excusez-moi, et qui sont un retentissement physique des signes associés. Et puis, ça, il faut retenir le système neurovégétatif. Celui-là, on ne le commande pas, il ne dépend pas des facteurs culturels ou d'éducation. Et donc, ils sont importants à prendre en compte parce qu'on peut dire que ce sont des signes plus objectifs. Donc, l'atteinte du système neurovégétatif lié aux douleurs, il est extrêmement fréquent et ça se traduit par une tachycardie, donc une fréquence cardiaque augmentée à plus de 100 par minute, une hyperpression artérielle, ça provoque des pics tensionnels, la douleur aiguë, une accélération de la fréquence respiratoire, c'est-à-dire une polypnée, plus de 20 par minute, plus de 20 cycles respiratoires par minute, un excès de transpiration, des nausées, des vomissements, ça c'est par la stimulation du nerf vague, la 10e paire crânienne, et puis un tremblement des extrémités. Tout ça, ce sont des signes liés à l'innervation neurovégétative, ça peut être mis en charge, enfin, ça peut s'activer lié à une douleur, et c'est à prendre en compte parce que c'est plus objectif que ce que peut vous raconter le patient. D'accord ? L'évaluation de la douleur pour vous dans votre observation médicale, donc la localisation précise. Est-ce qu'il y a une zone très très algique et puis une extension, une irradiation, l'étendue de la douleur? Est-ce qu'il y a un rythme dans cette douleur? Ça, c'est les caractéristiques importantes. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt le jour? Est-ce que c'est plutôt la nuit? Est-ce que c'est en permanence? Est-ce qu'il y a une saisonnalité? C'est-à-dire, est-ce que ça revient à certains moments de l'année? Il y a certaines douleurs, en particulier les neurologiques, qui surviennent comme ça, des céphalées, à certaines périodes de l'année. Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est chronique? Le type, alors c'est là que vous aurez le plus de descriptions, ça brûle, ça pique, ça tire, c'est électrique, c'est comme une décharge électrique. Retenez ça aussi. Quand un patient vous décrit des décharges électriques, que ce soit dans la mâchoire à partir d'une douleur dentaire, dans un membre inférieur,
c'est qu'il y a une atteinte des nerfs périphériques. Donc dans la dent, c'est l'atteinte de la pulpe avec atteinte du nerf dentaire. Et ça provoque comme ça des décharges électriques. Hein. C'est vraiment très, très impressionnant. Et puis dans les membres, quand ça survient, c'est aussi par atteinte de l'innervation périphérique. Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant? Ça, c'est très important. Par exemple, quelqu'un qui se plaint d'une douleur abdominale qui revient après les repas, systématiquement. Ça peut vous orienter vers des causes très précises. Est-ce qu'il y a des signes d'accompagnement? Donc, par exemple, un signe d'accompagnement, on va en revoir en détail après parce que je fais des exemples précis. Ça peut être un larmoiement, ça peut être une rougeur cutanée en regard de la douleur quand c'est une céphalée. Enfin, est-ce qu'il y a des signes d'accompagnement? L'intensité, on en a déjà parlé, et puis le ressenti du patient, on en a aussi pas mal parlé. Donc, quand quelqu'un vient vous voir et qui vous dit qu'il a mal quelque part, eh ben, il faut l'examiner, et ça commence toujours, mais ça, vous l'avez déjà fait, par l'examen général. Prise de température, demander poids, peser, voir s'il y a un amaigrissement, une prise de poids, en combien de temps. Et puis, est-ce qu'il y a des troubles du sommeil associés? Est-ce qu'il y a une asthénie? Voilà, il faut faire un examen de l'état général. Ensuite, vous allez évidemment faire comme d'habitude, inspection. Donc, vous regardez l'endroit algique, douloureux, pardon, palpation. Et puis faire des mouvements quand c'est un membre ou la tête, un mouvement passif et mouvement actif pour voir à quel moment la douleur est la plus importante. Vous faites toujours un schéma avec la zone douloureuse, les irradiations possibles. Et puis vous mesurez de façon à pouvoir comparer d'une fois sur l'autre. Et le mieux, c'est de le faire avec l'échelle visuelle analogique de tout à l'heure. Alors là, on va faire un petit peu de description. Là, vous écoutez, hein, ce n'est pas la peine de noter, c'est tout à fait bien repris dans le polycopier. Donc les types de douleurs, il y en a des tonnes, des pincements, des piqûres, des torsions, des élancements, des brûlures, une sensation de froid intense, un coup de poignard, comme un clou qu'on enfonce, comme un corset trop serré, comme un courant électrique, comme le cœur qui bat dans le bout du doigt. Par exemple, quand on a un panari, on a l'impression que son cœur est au bout du doigt, ça bat, d'accord ? Donc ça, le type de douleur, c'est pareil, ça peut vous orienter vers un type de pathologie précise. Et ça, c'est un peu de vocabulaire. Une douleur erratique, ça veut dire qui change de place d'un moment à l'autre. Elle n'est pas fixe, c'est le contraire de fixe, erratique pour errante. Une douleur exquise, ça, le prototype de la douleur exquise, c'est la fracture quand on passe le doigt sur le trait de fracture. Donc c'est une douleur extrêmement vive et localisée en un point extrêmement précis. Et c'est vraiment la douleur exquise, c'est quand on a une fracture, vous passez le doigt le long d'un poignet qui est traumatisé, il y a une douleur exquise à un point bien précis avec une déformation, c'est cassé, c'est facile. Une douleur fulgurante, ça c'est plutôt dans les douleurs neurologiques. C'est une douleur extrêmement vive, spontanée, brutale, courte, qui est comparable à un éclair. Une douleur en coup de poignard, ça c'est aussi dans les douleurs pancréatiques dont on parlait tout à l'heure, dans le ventre. Ou bien une douleur d'ulcère perforé, d'ulcère gastrique perforé. Donc c'est comme si les patients vous décrivent comme s'il avait un coup de poignard, c'est aigu, c'est très intense et ça passe et puis ça se reproduit, ça revient. Une douleur pulsatile, c'est quand on a l'impression d'avoir le cœur à l'endroit où on a mal. Alors il y a deux prototypes, il y a le panari, c'est quand il y a une tension importante liée à l'abcès avant qu'il se draine. Et ben on a les battements du cœur qui sont sensibles et puis il y a la céphalée pulsatile qui est la migraine en fait. Les migraines, ce n'est pas la douleur simple, la céphalée simple, c'est vraiment très très spécifique ce mot-là, migraine, et c'est réservé aux douleurs pulsatiles, en général une hémicranie pulsatile. Alors, ça, un exemple de douleur pour que vous compreniez bien, l'algie vasculaire de la face, c'est une douleur qui fait partie des céphalées, des douleurs donc de la tête, qui est extrêmement invalidante pour les patients qui en souffrent et que vous verrez en sémiologie neurologique, mais on en parle tout de suite puisque c'est essentiellement une douleur. Donc l'algie vasculaire de la face, c'est une douleur de la face, comme son nom l'indique. Ça peut toucher toute la face ou en général, ça touche plus une partie et en général, c'est ici au niveau des pommettes. Ça irradie vers la mâchoire inférieure, en général. Et ce sont des crises courtes qui durent quelques heures, alors une demi-heure à 2 heures tous les jours. Donc vous allez me dire, c'est pas grave, c'est pas beaucoup. Sauf que la douleur quotidienne se répète tous les jours pendant une durée qui peut aller de 1 semaine à 1 mois ou 2 mois. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis ensuite, ça cède et ça se reproduira
pour une nouvelle crise qui peut durer encore plusieurs semaines. D'accord ? Et la difficulté, c'est que le patient, quand il a mal, il a extrêmement mal. C'est une intensité extrêmement importante. Hein. C'est une des douleurs les plus vives qui existent. Et surtout, il sait que le lendemain, ça va recommencer pendant X semaines. Donc, le ressenti est extrêmement désagréable et ça peut provoquer même à terme des dépressions. D'accord ? Parce que ça, c'est une douleur, on ne dit pas douleur chronique, on dit douleur récurrente dans ce cas-là. Puisque vous avez mal pendant 1 heure chaque jour et ensuite, pendant 23 heures, vous n'avez plus mal. D'accord ? Donc, c'est une douleur qui se répète, qui revient, qui est récurrente et donc le patient va pouvoir anticiper de jour en jour, qui dure, je vous dis, plusieurs semaines et ça rend fou, pour faire très trivial, ça rend fou. Donc, c'est une douleur extrêmement intense, aiguë. Le patient ne peut plus rien faire, il est obligé de s'asseoir et d'attendre. Et puis, il n'y a aucun facteur déclenchant, donc ce n'est pas quand il bouge, quand il touche ou quand il mange quelque chose. C'est pas ça, ça survient de soi-même comme ça. Effet extrêmement important, avec cette douleur-là, vous avez un accompagnement neurovégétatif, à savoir une rhinorrhée, c'est-à-dire que du côté où le patient a mal, il y a une hypersécrétion par le nez. Vous avez l'œil du même côté qui devient rouge, hyper émié, hein, les vaisseaux de la sclère. La sclère, c'est le blanc de l'œil. Hein, sont dilatés.